Bonjour et bienvenue dans Récits stratégiques, la guerre asymétrique du Hezbollah au XXIe siècle. Nous avons produit dans un cadre associatif et nous diffusons cette série documentaire en 14 épisodes et presque une vingtaine de hors-séries depuis fin février, sans aucun financement public ou publicité, ni même le soutien d'un groupe de presse ou d'un centre de recherche. Nous espérons que vous appréciez le travail que nous avons effectué, mais vous le savez, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi, pour accéder désormais aux épisodes 5 à 14, ainsi qu'aux bonus et hors-séries diffusés à partir de mai, nous vous demandons de nous soutenir en achetant ce documentaire contre la somme de 12 euros. C'est le prix de notre indépendance et d'un travail long d'écriture, de recherche, d'entretien, de lecture, de montage et de post-production. Pour ce faire, cliquez sur le lien que vous retrouverez dans les commentaires. Vous aboutirez sur une page de notre hébergeur AudioMeans sur lequel vous pourrez effectuer votre paiement et accéder sur toutes les plateformes à l'ensemble de nos épisodes au fur et à mesure de leur diffusion. Merci et bonne écoute. Для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Le hors-série que vous vous apprêtez à écouter demande encore une introduction particulière car il s'agit de la seconde partie de l'entretien que j'ai pu réaliser avec le docteur Jawad, un haut dirigeant militaire du Hezbollah, que j'ai pu faire à l'occasion des commémorations de la mort de Hassan Nasrallah et de Hachem Safeddine dans la banlieue sud de Beyrouth en septembre 2025. J'ai pu rencontrer cet homme d'une quarantaine d'années, détenteur d'un doctorat, et discuter avec lui pendant quelques heures. Si une partie de cet échange n'a pas été enregistrée pour des raisons de sécurité, elle m'a aussi permis de mieux comprendre ce qui animait, au-delà de sa propre personne, toute cette génération qui avait pris désormais les commandes de l'organisation après la décapitation de son état-major. Jawad était donc l'un de ceux qui dirigeaient et organisaient la résistance, afin, nous disait-il, de reprendre la guerre à un moment propice et de la mener d'une manière tout à fait différente que celle engagée après le 7 octobre. Dans cette seconde partie de notre échange, nous évoquons la coordination de l'axe de la résistance après le 7 octobre, la pénétration du Hezbollah par le renseignement israélien et états-unien, la décapitation de son état-major, la guerre des 66 jours, celle des premiers braves, de la domination aérienne et de la manière dont il envisage la reprise de cette guerre. Afin de ne pas diffuser sa voix pour des raisons de sécurité ou de devoir la maquiller artificiellement, ses propos exacts ont été réenregistrés par un acteur palestinien. Bonne écoute. On a passé le 7 octobre et maintenant ma première question est sur la règle d'engagement du Hezbollah. Mais alors comment le Hezbollah va décider de répondre militairement graduellement? Au-delà, quelles sont aussi ses raisons morales et politiques, voire religieuses, de cet engagement auprès du Hamas ce jour-là? Il y a deux parties dans cette question. La première partie, quels sont les motifs, quelles sont les justifications de Hezbollah pour entrer dans cette guerre de soutien? Comment la décision a été prise et justifiée? Une partie de la réponse est désormais publique. Je voudrais ici me concentrer sur les justifications du Hezbollah. La question étant pourquoi pas? Pourquoi ne pas soutenir? L'Amérique a envoyé des conseillers à des milliers de kilomètres. Ils ont envoyé des conseillers pour soutenir Israël. Ils ont commencé à apporter un soutien direct, consistant, massif. En quoi les États-Unis auraient plus le droit d'aider leurs alliés alors que d'autres forces n'ont pas le droit de s'entraider? Premier point. Sur un plan national libanais, nous ne sommes pas des amateurs. Nous avons une capacité d'analyser les évolutions politiques, stratégiques, etc. J'ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie, mais à partir de ce jour-ci, nous avons compris que tout a changé. Parce que ce qui est arrivé à cet État dépasse de loin ses capacités à le supporter.
Et toutes les idées reçues sont tombées ce jour-ci. Et sur un plan stratégique, on ne pouvait pas rester spectateur dans une région qui est en train de connaître des changements aussi rapides que radicaux. Et ce qui a été dit et fait a prouvé le bien fondé de notre décision. La guerre contre le Liban devait commencer le 11 octobre 2023 selon le calendrier israélien. Puis, la deuxième fois qu'ils ont décidé d'entraîner un peu plus loin le Liban dans la guerre, c'était en mai 2024. La troisième date étant novembre 2024. Notre conviction, c'était qu'Israël n'allait pas attendre la fin de la guerre à Gaza pour déclencher la guerre contre le Liban. C'est pour ça qu'on devait prendre l'initiative. Alors, cependant, il y avait plusieurs dimensions. La dimension opérationnelle d'abord. On ne pouvait pas rester statique face à une situation qui est dynamique, qui est en train de changer. Ensuite, à un deuxième niveau, il y avait des raisons liées à la dimension nationale. Et pour moi, le plus important reste la dimension morale. Je vous rappelle que nous avions été en Bosnie pour défendre les opprimés à l'époque. Et nous avons soutenu la Palestine depuis la création de Hezbollah. Depuis sa création, Hezbollah se tient aux côtés du peuple palestinien, de la résistance palestinienne. Nous avons toujours soutenu toutes les causes justes de par le monde. Nous avons appris ce qui arrive à Gaza, nous aurions pu, nous aurions dû ne pas prendre position. Regardez ailleurs, car sur un plan idéologique, s'agissant de nos convictions quant à la position islamique, on ne serait pas musulman si nous ne prenions pas position pour Gaza. On ne serait pas chiite. Ali n'accepterait pas que nous ne prenions pas position. Et par ailleurs, sur le plan humain, est-ce que notre humanité nous permet d'accepter ce qui arrive à Gaza? L'imam Ali disait, il y a deux types d'humains, des frères de religion et des frères d'humanité. Qu'est-ce qui lie les Espagnols, les Français, les Italiens, même aux États-Unis, tous ces millions de personnes qui manifestent pour Gaza? Quelle est leur raison? Qu'est-ce qui motive ces militants qui prennent la mer, qui constituent des flottilles, qui se mettent en danger? En réalité, c'est honteux de poser la question sur les causes de notre intervention. Je ne te dis pas ça à toi, je dis ça à ceux qui posent cette question. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une époque où celui qui agit dans la bonne direction est incriminé. Et ceux qui devraient être en position d'accuser sont ceux qui ne soutiennent pas à Gaza, quelle que soit la raison qu'ils n'invoquent officiellement. Le génocide, voir des enfants qui meurent de faim, c'est quelque chose d'inimaginable à tout point de vue. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'hésitation de la part de la direction de Hezbollah et du secrétaire général Saïd Hassan. D'un point de vue musulman, je suis très heureux qu'on ait eu cette direction. Et le Saïd le rappelait à nos membres, un jour, nous serons devant Dieu et il nous posera la question. Qu'est-ce que vous avez fait pour Gaza? Ce sujet, sur un plan émotionnel et sur le plan de ma foi, de mes croyances et de mes valeurs, est très grand pour moi. Il me dépasse. Un jour, nous étions, moi et ma famille, en train de regarder la télévision, et les membres de ma famille m'ont posé la question suivante. Pourquoi le Hezbollah ne fait pas plus pour Gaza pour les aider? J'ai alors posé la question suivante à mon épouse. Je lui ai dit, est-ce que tu es prête à ce que tes enfants soient tués comme leurs enfants le sont? Que ta maison soit détruite comme leur maison? Que tu aies faim comme ils l'ont faim? Que tu n'aies plus rien comme eux? Elle m'a répondu, oui. Je lui ai dit, ce jour viendra. Ce qui arrive à Gaza,
On ne peut pas rester muet face à ce qui arrive à Gaza. La décision la plus importante dans toute l'histoire de Hezbollah, dans toute l'histoire de la résistance, c'est la décision de porter secours au peuple palestinien durant la guerre, malgré tout ce qui nous est arrivé. Comment la décision fut-elle prise? La décision fut prise de mener d'abord une opération contre les positions israéliennes situées dans la zone des fermes de Shabaa, qui est un territoire libanais occupé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une appréciation chez le Hezbollah qui consistait à dire que nous devons participer, mais que nous devons le faire tout en respectant un certain nombre de critères. Gardez en tête ce que sont les objectifs de cette participation. C'est d'alléger la pression de l'armée israélienne sur Gaza en captant une partie de la réponse armée et ne pas leur permettre de concentrer l'ensemble de leur capacité aérienne terrestre sur Gaza. Donc, nous avons voulu accomplir notre devoir à la fois religieux, national et essayer d'empêcher la guerre. Ce sont ces trois considérations que le Hezbollah a pris en compte lorsqu'il a agi en octobre 2023. Et ceci, paradoxalement, nous a imposé un régime de bataille, si on s'exprimait ainsi, un régime de bataille auquel nous n'étions pas préparés. Nous étions en train de nous préparer à la guerre d'une autre manière, à un autre moment, sur un terrain différent. Il y a eu des développements à plusieurs reprises, et à chaque fois, nous n'avons pas utilisé ce que j'appellerais les centres de guerre qui étaient préparés pour l'affrontement que nous envisagions alors. Et donc, nous étions préparés à une guerre. Le récit stratégique est produit dans un cadre associatif à but non lucratif. Toutefois, pour garder notre indépendance, dans le format, la durée, la réalisation et le traitement, nous ne souhaitons pas dépendre de la publicité ou d'un groupe de presse. C'est pourquoi nous vous proposons d'accéder à l'intégralité des 14 épisodes et à la vingtaine de hors-séries ou de bonus en cliquant sur le lien qui se trouve en tête de la description du podcast. Il vous mènera sur une page de paiement de notre hébergeur AudioMeans et contre 12 €, vous pourrez écouter cette série documentaire en intégrale sur un grand nombre de plateformes. Nous espérons avant tout que ce podcast vous plaît et que vous serez nombreux à nous soutenir afin de pouvoir produire une saison 2 sur un autre conflit. Merci.